Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Bienvenue dans Présage, des idées pour nourrir l'esprit et remettre radicalement en question l'état de notre monde. Je suis Alexia Soyeux et je reçois Félicien Faury, qui est chercheur en sociologie politique. Son ouvrage « Des électeurs ordinaires » est le résultat d'une longue enquête dans le sud-est de la France. Il éclaire les ressorts du vote pour l'extrême droite en donnant à voir les visions du monde qui le sous-tendent. Qu'est-ce qui, dans la vie ordinaire des électeurs et électrices, les rend sensibles et favorables au discours du RN ? Bien sûr, pour comprendre l'ascension de ce parti, l'analyse du contexte économique, politique et médiatique est indispensable, mais pas suffisante. Contrairement aux discours qui ne se concentrent que sur le ressentiment économique ou qui tendent à isoler les causes les unes des autres, quitte à balayer la dimension raciale, Félicien Faury montre que le racisme reste un enjeu central dans le vote d'extrême droite, parce que le racisme est multiple et transversal à toute la société, qu'il est un enjeu identitaire, mais aussi un rapport de pouvoir socio-économique. Ainsi, en évitant la condescendance et le misérabilisme, on peut comprendre le vote RN comme la volonté de maintenir une place et des privilèges fragilisés dans un ordre social et racial au sein duquel la concurrence pour les ressources communes augmente. C'est un livre, je crois, important, car il est fondamental d'être lucide sur la situation politique et de penser ensemble les logiques de classe et de race pour comprendre la normalisation du discours d'extrême droite dans toute la société et agir en conséquence. Félicien Faury, bonjour. Bonjour. Tu es chercheur en sociologie politique et on se rencontre aujourd'hui pour parler de ton livre « Des électeurs ordinaires, enquête sur la normalisation de l'extrême droite » qui est issu de tes travaux de thèse. C'est une enquête sociologique donc qui se passe sur le terrain du sud-est de la France et qui cherche à comprendre les ressorts du vote pour l'extrême droite auprès des électeurs et électrices qui ont déjà voté au moins une fois pour ce parti. Juste avant que je me lance dans mes questions, je voulais dire que c'est un travail de thèse qui a été très bien adapté en essai, parce que c'est pas toujours le cas, et c'est quand même très agréable à lire, même si, et c'était l'autre remarque que je voulais faire, c'était que y a un petit trigger warning quand même, c'est qu'il y a des citations des enquêtés qui sont quand même assez douloureuse à lire, on va dire ça. Sur le vote de l'extrême droite, il y a beaucoup d'interprétations diverses sur les causes de l'ascension et de cette normalisation et sur les ressorts donc, du vote lepéniste. On entend beaucoup dire récemment que le racisme ne serait plus si central que ça dans ce vote. Ton enquête au contraire, dit que c'est très central, mais que pour pouvoir observer ce racisme, il faut développer une analyse sociologique et donc mobiliser aussi la sociologie du racisme. Est-ce que déjà tu veux parler un petit peu de ce point de départ ? Oui, tout à fait. Merci beaucoup pour l'invitation. Juste pour commencer, c'est vrai qu'il y a beaucoup de paroles récoltées qui peuvent être violentes à la lecture. Je l'indique à un moment dans l'introduction, sachant que j'ai pris la décision aussi d'en enlever beaucoup et j'ai essayé de garder les paroles les plus violentes uniquement à des fins analytiques. Mais c'est vrai que ça peut être parfois, en tout cas, peu réjouissant, voire violent à la lecture. J'espère ça ne tend pas vers une forme de voyeurisme un peu malsain, mais voilà, il me semblait aussi important, et ça rejoint du coup le thème que tu abordes dès le début. Ça rejoint une exigence aussi qui est de montrer, effectivement, de donner à voir et à lire ce que j'ai entendu moi dans les entretiens aussi, et la manière dont tout un ensemble d'énoncés racialisés, racistes était évoqué et nourrissait le vote RN. Et en fait, il y a un des risques, c'est celui du voyeurisme, mais l'autre problème, c'est celui de l'euphémisation, en quelque sorte. Et ça serait de ne pas montrer cette parole, qui peut être aussi une forme de violence, ou en tout cas un travail d'une forme d'ignorance de cette dimension. Et ça me semble important pour des raisons sociologiques, mais aussi peut-être pour des raisons plus éthiques ou politiques, de aussi mentionner cette dimension-là.
comme tu le dis, moi j'ai commencé, donc c'était un travail de thèse, et durant toute ma thèse en fait, et même durant l'écriture de ce livre, il y avait une petite musique justement autour du vote RN, où l'on présentait les électeurs et les électrices uniquement comme en gros des victimes de classe et des victimes des inégalités sociales, et avec ce vote RN qui serait justement uniquement une protestation de classe. Ce qui est tout à fait vrai d'un certain point de vue, et je passe mon temps à parler d'expériences de classe qui sont douloureuses dans ce livre. Mais il me semblait qu'un des problèmes, c'était en mettant en avant cette dimension de classe, d'euphémiser, voire d'évacuer de l'analyse et du périmètre de compréhension du vote RN, cette question raciale, en fait, qui est primordiale dès qu'on commence à faire des entretiens avec ses électeurs et ses électrices. Et en fait, c'est quelque chose aussi de très connu au sein des statistiques électorales, que effectivement le rejet de l'immigration est en fait derrière des immigrés et en fait derrière des minorités ethno-raciales, c'est ce qui nourrit le vote RN. La question du racisme, tu l'avais déjà en tête en commençant ton terrain ou ça s'est imposé sur le... Alors c'est une bonne question, parce que c'est vrai que moi, je pense que quand j'ai commencé mon enquête, j'avais toute cette littérature de sciences sociales qui mettait avant tout en avant les dimensions de classe. Je suis d'une tradition bourdieusienne, on va dire, de sociologie, où les questions de classe et la manière dont elles se manifestent dans les espaces locaux, dans la vie concrète, c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. J'étais formé en fait à cette école, on va dire. Et sur le terrain, assez vite, je me suis rendu compte qu'en fait, la question du racisme, c'était un incontournable empirique, et surtout, c'était difficilement séparable des vraies raisons sociales qu'on nous présentait, comme le travail, le pouvoir d'achat, le logement, la question des inégalités. C'était toujours des thématiques qui étaient justement racialisées, en permanence, en tout cas lorsque le vote RN était évoqué. Et donc assez vite, en fait, je me suis rendu compte, je ne peux pas séparer les deux dimensions. Et surtout, si je ne parle pas du racisme, j'ampute de moitié la compréhension de ce vote. Et c'est là, du coup, j'ai commencé à lire, à travailler et à me plonger dans la sociologie du racisme et des processus de racialisation qui m'ont montré, en quelque sorte, que plusieurs choses. C'est premièrement que le racisme, c'était un fait qui était non pas résiduel, non pas cantonné aux marges de la société, aux extrêmes, justement seulement à l'extrême droite, mais c'était un phénomène central, en fait, et c'est une dimension centrale dans la manière dont fonctionne encore notre monde social. Mais du coup, l'interrogation, c'est si le racisme est central, et s'il est multiforme, c'est-à-dire qu'on en trouve dans tous les milieux sociaux, dans tous les électorats, etc., quelles sont les spécificités de l'extrême droite dans ce système et cet ordre socio-racial? Et donc voilà, ça impliquait du coup de décrire. C'est-à-dire qu'en fait, le racisme, du coup, il devenait moins évident. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a de spécifique chez ces électeurs et ces électrices dans leur participation au processus de racialisation, qui sont des processus collectifs. Et le deuxième point, c'est que cette sociologie du racisme, elle nous enseigne que la question raciale, c'est pas juste une question d'attitude, d'idéologie au sens restreint, une question de croyance, mais c'est une relation de pouvoir qui renvoie à des positions sociales racialisées précises. Et donc moi, tout l'enjeu, c'était justement de préciser où est-ce qu'ils se situent, ces électeurs et ces électrices, au sein des inégalités de classe, mais aussi au sein des inégalités ethno-raciales. Si je reformule, c'est observer comment se mêlent les conditions sociales des électeurs et électrices, quelle position sociale, eux, ils ont dans l'ordre racial général, et quelles pratiques en découlent. Exactement, c'est qu'en fait, au sein des inégalités ethno-raciales, on pourrait dire que les électeurs du RN, dans leur grande majorité, sont dans une position de dominant du point de vue des inégalités ethno-raciales, et ils font partie de ce que la sociologue Colette Guillaumin appelle le groupe majoritaire. Ça, c'est le point de départ. Mais justement, moi, ce qui m'a intéressé, c'est de chercher à les positionner au sein de ce groupe majoritaire. En montrant notamment, il me semble que c'est une des choses que je souligne dans le livre, c'est que en fait, ils sont dans le groupe majoritaire, mais ils sont à ses frontières en quelque sorte. Ils ont tout un ensemble de privilèges associés à la blanchité et au fait d'être considérés comme des vrais Français sans ambiguïté en quelque sorte. Ils ont ces privilèges, mais ces privilèges, ils les sentent fragilisés. Et donc, ils sont
au sein du groupe majoritaire, mais au seuil du groupe majoritaire. Et c'est ce qui va les convaincre de vouloir durcir justement les frontières de ce groupe majoritaire pour ne pas tomber de l'autre bord. Et donc moi, tout ce qui m'intéressait, c'est les formes de racisme que cette position racialisée engendre, comment elle s'articule à des expériences de classe. Et comment ça, c'est politisé en faveur du Rassemblement national. Pour expliquer le succès du parti du RN, il y a beaucoup aussi de travaux ou d'analyse du contexte général, les bouleversements économiques, politiques et les transformations du monde médiatique. Toi, tu dis que c'est nécessaire, mais ça suffit pas. Et donc, c'est pour ça que tu cherches à comprendre ce qui motive les gens à mettre ce bulletin dans l'urne en allant écouter leurs paroles d'électeurs ordinaires. Déjà, est-ce qu'il y a une référence des électeurs ordinaires ? Enfin, pourquoi ce titre ? Alors, il y a plusieurs raisons pour ce titre. Premièrement, c'était un peu pour préciser dès le départ de qui je parlais. Et donc, bien préciser que voilà, je ne parle pas des élus, je ne parle pas des militants, je ne parle même pas des sympathisants, mais je parle de personnes qui vont voter pour le Rassemblement national, mais qui sont au fond assez peu politisées, qui sont assez peu intéressées par la politique, et qui vont eux-mêmes se décrire, pas du tout comme des extrémistes, mais comme des personnes, justement, des Français moyens, des Français normaux, avec cette idée de vraiment, l'extrême droite, le vote d'extrême droite, il s'exprime aussi, peut-être surtout, du côté de la norme, du côté de la normalité, et justement, une normalité, un sentiment de normalité qui est remise en cause, qui est remise en question. Et c'est ça qui fait que le vote RN, il est à la fois protestataire et conservateur, en quelque sorte. D'un point de vue peut-être plus épistémologique, sociologique, l'idée c'était de dire ce sont des électeurs ordinaires au sens où justement ce ne sont pas des fanatiques, ce ne sont pas des idéologues. Et il faut, en tant que sociologue, les aborder ce qui les fait voter comme s'il s'agissait d'autres électeurs ordinaires pour d'autres partis. Et derrière ça, il y a l'idée de ne pas pathologiser l'extrême droite et ses électorats. Ne pas penser qu'ils sont à l'extérieur de la société, que ça serait justement des pensées qui sont radicales, au sens strict de ça serait minoritaire en quelque sorte. Et encore une fois, il y a beaucoup de propos qui peuvent être durs, qui peuvent être potentiellement choquants à la lecture dans cet ouvrage. Mais moi, justement, l'enjeu, c'était de rappeler dès le titre que sur mon terrain, dans les conversations que j'ai pu rencontrer, ce sont des propos ordinaires, partagés, assez communs. Encore une fois, voilà, il faut faire attention à ne pas exceptionnaliser et ne pas penser que ce qu'on va lire dans ce livre est exceptionnel et ne fait pas justement partie de l'ordinaire des vies quotidiennes. Oui, complètement d'accord. Ceci dit, il faut quand même dire que c'est un terrain qui est spécifique et du coup, ça me donne une transition pour... Est-ce que tu veux bien parler de le choix de ce terrain, ce village, petite ville du sud-est de la France ? Quelle a été ta méthode aussi pour rencontrer les gens ? Je trouve ça quand même très intéressant aussi. C'est un travail au très long cours et donc ça permet d'avoir des résultats et des analyses qui ne sont pas du tout les mêmes que celles d'enquêtes statistiques. Oui, le choix du Sud-Est, c'était... Bon, il y a des raisons pratiques aussi, mais il y avait une raison scientifique qui était que j'avais l'impression qu'il y avait une focalisation au sein des sciences sociales, mais aussi au sein des discours médiatiques dominants, enfin publics en tout cas, sur le vote RN rural du Nord, et notamment le vote RN ouvrier, avec une classe ouvrière frappée par la désindustrialisation, les délocalisations, etc. Ce qui est une tendance qui est très importante à analyser. Mais on oublie toujours qu'il y a aussi une autre partie de l'électorat, composée de classes populaires non ouvrières et non précaires, on va dire, et de petites classes moyennes, artisans, commerçants, professions intermédiaires, métiers de la sécurité, qui représentent un électorat qui est très important pour le Rassemblement national, qui l'a toujours été et qui l'est toujours. Et la région Sud-PACA, en fait, c'est une région qui est très très importante en tant que pourvoyeuse électorale de ce parti. Et par ailleurs, il y a aussi cette image du RN de la France des oubliés, en quelque sorte. Et il m'a toujours semblé que le Sud-Est, c'était un peu un contre-exemple à cet imaginaire, au sens où c'est un territoire qui est très fortement convoité par beaucoup de classes supérieures. Il y a une économie touristique et résidentielle qui est très importante et ça permet aussi de
de donner une autre image de ces territoires où le RN prospère. Donc ça, c'est pour le choix un peu de la localisation. Et ensuite, j'ai fait quelque chose d'assez classique dans l'enquête de terrain en sociologie. Je me suis installé là-bas, je me suis intégré au tissu commerçant, au tissu associatif, et qui m'a permis donc de discuter avec beaucoup de personnes. Et certaines de ces personnes ont accepté de mener des entretiens qu'on appelle semi-directifs, et qui sont des entretiens approfondis, souvent répétés, avec ces électeurs. Et il y a eu 2 choses importantes à noter, peut-être, c'est que premièrement, j'ai fait ce qu'on appelle un peu pompeusement un échantillonnage par boule de neige. En gros, c'est que vous demandez à des personnes de vous recommander d'autres personnes. Et souvent, du coup, c'est des amis, c'est des collègues, c'est des voisins. Et ça, c'est très important parce que ça vous permet de retrouver les logiques affinitaires qui fondent le vote, pas seulement le vote RN, en fait tous les votes, c'est-à-dire qu'on vote en fait comme on vote comme on est socialement, et on est socialement comme ses proches sont socialement. Ce qui en plus est intéressant pour moi d'un point de vue théorique, c'est un peu un résultat en soi aussi, le fait que des personnes me présentent certains de leurs amis ou certains de leurs collègues ou certains de leurs proches familiaux qui votent aussi RN. Parce que ce qu'on voit, c'est que du coup le vote RN, c'est une expérience de groupe. Moi, je suis assez critique envers toutes les approches qui vont considérer le vote RN comme un vote qui serait le symptôme d'un repli sur soi, d'un repli individualiste, une perte de lien social. Il y a un terme qui est utilisé en sociologie qui est celui d'anomie. Et en fait, tout ça, il me semble, ça donne une image fausse du vote RN au sens où ça ne serait pas un mouvement collectif. Et en fait, c'est une expérience de groupe qui s'exprime dans le vote RN. Donc j'ai essayé de recouper un peu ces logiques affinitaires. Et par ailleurs, dans les entretiens, je commençais toujours par parler avec les gens de leur vie, leur trajectoire de vie, de leur emploi, de leur perception de leur environnement résidentiel, des autres groupes sociaux, etc. Et les questions en fait proprement politiques et électorales, elles étaient plutôt abordées dans un second temps, en réalité. Et ça, c'est important à comprendre que dans la vie des gens, le vote, la politique au sens strict, c'est pas quelque chose de fondamental et de central. Et en fait, on ne peut expliquer le politique qu'à partir du social. C'est pour ça que je suis en sociologie politique, c'est-à-dire qu'on essaie toujours de partir des conditions sociales, matérielles et symboliques des individus pour arriver à essayer d'expliquer comment se façonnent leurs préférences électorales. Et juste pour comprendre comment ça se passe l'enquête de terrain, donc tu dis aux gens bonjour, je suis sociologue et je fais une enquête sur l'extrême droite. Enfin, oui. C'est peut-être plus subtil que ça. Oui, après il y a des modes de prise de contact qui sont différentes, mais effectivement j'arrive, j'ai dit donc à l'époque que j'étais étudiant. En sciences politiques, pour être précis, et que et donc j'explicitais ma démarche, j'explicitais ma recherche, et les gens qui étaient d'accord pour parler avec moi acceptaient. Et ensuite, voilà, il y a cette interaction un peu, comment dire, cet épisode un peu étrange qu'est l'entretien, parce qu'en fait, la plupart des gens sont pas habitués à ce qu'on leur demande de raconter leur vie pendant 2 heures, voire plus. Et donc, c'est comme ça que j'ai noué contact avec beaucoup de ces personnes. Ok. Donc, comme tu as dit, on oppose souvent les électeurs du Sud et ceux du Nord. Les électeurs du Nord seraient principalement... leur vote serait déclenché par des moteurs économiques et la désindustrialisation, etc. Là où dans le Sud, la motivation serait plutôt purement identitaire. Donc, je pense que c'est quelque chose qui doit t'agacer un petit peu, cette opposition. Absolument. En fait, c'est pas seulement que ça m'agace, c'est que ça empêche littéralement de penser. Ouais. C'est-à-dire que, en fait, moi, quand je disais que je travaillais sur le Sud-Est, effectivement, il y a ce discours de l'électorat identitaire qui revenait beaucoup en opposition avec un électorat dit social qu'on retrouverait dans le Nord, qui voterait davantage pour les questions de pouvoir d'achat, quand le Sud voterait davantage pour des questions identitaires, même si c'est jamais vraiment défini ce dont on parle. Et en fait, le problème, c'est que les entretiens que je mène avec ces personnes qui sont dans le Sud, ils passent leur temps à me parler d'économie. En fait, ils passent leur temps à me parler de pouvoir d'achat, ils passent leur temps de me parler... leur vie, en fait.
En fait, ils parlent de leur vie, donc évidemment, il y a des conditions matérielles, en fait. Et donc, c'est le logement, c'est l'éducation de ses enfants, c'est les aides sociales, etc. Et donc, évidemment que c'est social. Et par contre, ça, c'est relié aux thématiques que sont l'immigration, l'insécurité, aussi avec des énoncés islamophobes qui peuvent être mis en lien avec ces thématiques-là. Et donc, ce qui est intéressant, c'est pas la distinction entre le social et l'identitaire. C'est en fait à chaque fois, la question de classe et la question raciale, ce sont des questions qui sont reliées. Et ce qui est intéressant, et il me semble que le vrai principe de variation, c'est plutôt entre un vote RN ouvrier qui s'articule à de la xénophobie versus un vote RN de petite classe moyenne, par exemple, qui s'articule aussi à de la xénophobie, mais différemment. Et donc cette opposition un peu caricaturale entre le Nord et le Sud, en fait, ce qu'on retrouve derrière, souvent, c'est une opposition entre des intérêts de classe qui s'articulent à des intérêts racialisés. Et donc, du coup, cette articulation, elle est différente. Mais à chaque fois, il y a, pour reprendre ces catégories, du social et de l'identitaire dans les deux cas. Ouais. Parce que, comme tu le dis dans le livre, dans par exemple des sondages, on voit des classements des préoccupations des électeurs, électrices avant les élections, donc on aurait le pouvoir d'achat qui serait au-dessus avant la préoccupation de l'immigration, et on en conclut que l'immigration du coup ne serait pas finalement quelque chose de central. Ouais, on en conclut à une métamorphose de l'électorat parce que le pouvoir d'achat aurait dépassé la thématique de l'immigration. Avant le pouvoir d'achat, c'était le chômage. Et donc, ça serait la traduction d'une transformation de cet électorat. En fait, on fait comme si les individus votaient pour une seule thématique. Mais il suffit, pour le coup, de faire un entretien pour se rendre compte que opposer ces thématiques, mais surtout en fait les hiérarchiser, c'est absurde, parce que les individus, au contraire, ne les hiérarchisent pas, au contraire, ne les séparent pas, mais les mettent en lien. C'est-à-dire que moi, on va me parler du pouvoir d'achat, et on va le mettre en lien avec la question migratoire. Soit dans une relation de cause à conséquence, c'est-à-dire que je n'ai pas assez de pouvoir d'achat à cause de l'immigration, soit dans une relation de problème à solution, c'est-à-dire pour résoudre le problème du pouvoir d'achat, il faudrait qu'il y ait moins d'immigration, il faudrait que les minorités ethno-raciales profitent moins d'aide pour que les vrais Français, comme on m'a dit, en aient davantage. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est justement comment ces thématiques sont mises en lien. Et en fait, les gens, ils ne votent pas pour une seule thématique, ils votent pour un package en quelque sorte, et c'est tout le travail d'un parti politique, c'est de mettre en cohérence différentes thématiques entre elles, et les individus votent pour ces visions du monde qui ont quand même une cohérence assez forte. Et encore une fois, là, c'est une opération de recherche, celle de la hiérarchisation de ces thématiques, qui empêche de penser et qui donne une vision fausse et je pense artificielle de la manière dont les gens votent et pourquoi. Ouais, à un moment tu dis, en citant quelqu'un dont j'ai oublié le nom, que les idéologies fonctionnent par grappe, opèrent par grappe, par chaîne d'idées. Et je trouve que c'est assez parlant. Oui, c'est un grand sociologue qui s'appelle Stuart Hall et qui effectivement définit l'idéologie comme grappe, et il a des formules où il parle de chaîne d'équivalence ou de chaîne d'association connotative. C'est-à-dire que justement le travail idéologique, le travail politique, c'est de mettre en lien certaines thématiques entre elles et de les déposer dans le sens commun, ce qui fait que ces liaisons vont s'imposer avec la force de l'évidence. Moi, je le vois très bien, et ça, il me semble, c'est tout l'avantage de l'entretien, en fait. Je me souviens, je marquais des fois sur mon carnet de terrain il déroule ou elle déroule. Et en fait, il y a des moments dans l'entretien, mais c'est pas que les électeurs du RN, si on le retrouve ailleurs également, c'est les personnes vont commencer à parler d'une situation, par exemple, ou d'une thématique, et ensuite vont faire des relations d'idées. Ouais, vont se mettre à parler d'autres thématiques, d'autres anecdotes, etc. Et là, on voit l'idéologie, on voit le sens commun se dérouler en quelque sorte. C'est-à-dire que on commence par parler du chômage, par exemple, et ensuite, par relation d'idées, ça amène à la question de l'immigration, qui amène à celle de l'insécurité, etc., etc. Et il me semble que là, on voit ces chaînes d'associations connotatives se mettre en place, très spontanément, souvent. Et il me semble que une des victoires du Rassemblement national, aidée par d'autres peut-être, c'est justement d'être arrivé à imposer ces chaînes d'équivalence. Et c'est pour ça que, voilà, je pense que je suis un peu agacé par cette idée de la politique, ça serait d'imposer une thématique. En fait, c'est pas ça la politique. En tout cas, la politique par les partis politiques, c'est justement de faire
des programmes, c'est-à-dire de construire des visions du monde et donc des jonctions entre différents espaces du monde social. Et le problème de ces analyses aussi, c'est que ces analyses qui choisissent de se concentrer sur les autres causes jugées plus importantes que la question raciale, c'est donc qu'elles évacuent souvent complètement ou qu'elles euphémisent souvent cette dimension raciale qui, comme tu le montres, continue de structurer vraiment profondément le vote RN. Et c'est le cas de travaux récents qui sont très intéressants par ailleurs, par exemple ceux de Thomas Piketty et Julia Cagé, qui mettent en avant presque exclusivement le sentiment de déclassement ou d'abandon économique. Est-ce que tu veux parler un peu de ça? Et puis aussi, qu'est-ce que ça révèle derrière cette volonté de ne pas parler du sujet du racisme? Oui, effectivement, le travail de Julia Cagé et Thomas Piketty, et notamment, peut-être encore davantage, le travail de promotion et donc d'argumentation au sein de l'espace public qui a eu lieu à la suite de la parution de cet ouvrage, ça a été vraiment de dire que ce qui expliquait le vote RN rural, notamment populaire, c'était un sentiment d'abandon économique et non plus un sentiment anti-immigré. Bon, après, il y a des questions techniques, c'est qu'en fait, ils sont pas capables de le prouver parce que c'est des travaux qui se font à l'échelle de la commune et donc ils n'ont pas les motivations individuelles des électeurs. Ces motivations individuelles qui, lorsqu'on interroge par contre les électeurs par enquête post- ou pré-électorale, là, on voit que la dimension raciste, on va dire, est très très importante et même primordiale. Et donc, Julia Cagé et Thomas Piketty, alors qu'ils n'ont pas les moyens de montrer ce point-là, insiste quand même, interprète les évolutions de l'électorat en ce sens, et avec cet argument peut-être un peu étrange qui est de dire que par contre le vote Éric Zemmour, qui est beaucoup plus bourgeois, lui par contre serait clairement et sans ambiguïté xénophobe. Et il me semble que là on a un problème de comment on conçoit le racisme, et moi j'essaye, en m'inspirant justement de toute la littérature sur la sociologie de la racialisation, de concevoir le racisme comme un phénomène transversal à la société et donc aux différents groupes sociaux. C'est-à-dire qu'il y a du racisme selon des formes différentes dans les milieux populaires, dans le milieu de classe moyenne et dans les milieux bourgeois. Et donc là, on peut totalement comprendre la différence entre le vote Zemmour et le vote RN en disant en fait c'est juste que ça s'articule à des intérêts de classe qui sont différents. Et donc on a une xénophobie bourgeoise d'un côté qui va voter beaucoup plus pour Éric Zemmour, et il faut bien le dire aussi, une xénophobie populaire qui existe et qui va amener au vote pour le Rassemblement national. Et je ne vois pas pourquoi les classes populaires blanches seraient immunisées face à ce phénomène qu'est le racisme. Et encore une fois, là on parle de formes de racisme qui sont politisées et en fait qui sont électoralisées, mais il faudrait continuer l'enquête et montrer aussi comment le racial continue d'imprégner les visions du monde et les raisonnements politiques des individus, y compris à droite, y compris à gauche, et la manière dont ça intervient ou non dans les votes et dans la politisation des individus. Donc c'est une invitation aussi à mon livre à intégrer cette dimension raciale de manière plus générale au sein des comportements politiques. Et juste pour essayer d'expliquer pourquoi il y a eu ce geste de la part de Julia Cagé et Thomas Piketty, il me semble que c'est quelque chose qui en fait est pas du tout neuf et qu'on retrouve, que j'ai beaucoup retrouvé dans beaucoup de travaux de sciences sociales. Il me semble qu'il y a l'idée chez beaucoup d'intellectuels de gauche qu'il ne faut pas rajouter à la disqualification des catégories populaires. Ce qui est quelque chose qui n'est pas du tout à prendre à la légère, et ça a été source de beaucoup de réflexion aussi pour moi dans ce livre, de à quel point s'insister là-dessus. Et d'ailleurs, je pense que le fait de ne pas travailler sur le vote RN ouvrier a pu aussi m'aider d'un point de vue politique à m'autoriser en quelque sorte à parler de ce que tous les sociologues en fait qui travaillent sur ces questions savent, c'est-à-dire qu'évidemment il y a des affects racistes qui nourrissent ce vote, et donc voilà, il me semble qu'il y a cette idée de on va pas en rajouter en quelque sorte, avec le problème qui est qu'il y a une forme de mépris de classe inversé et une forme de condescendance en fait à ne pas considérer, à penser que du coup il serait pur en quelque sorte, et donc qu'il n'y aurait pas de racisme populaire. Et il me semble qu'il faut faire attention à ça. Et il y a aussi un autre problème qui est
comme je l'ai dit, ça veut dire qu'on ne mentionne pas cette dimension. Et moi, je pense que politiquement, lorsque le racisme compte, c'est important de le mentionner. Et là, je dis politiquement, mais en fait, en termes de description sociologique, c'est quelque chose qui, moi, me paraissait absolument essentiel également. Et c'est quand même aussi problématique parce que du coup, ce genre de discours qui insiste sur les dimensions économiques, ça nourrit après aussi des discours politiques, même à gauche, qui essayent peut-être de récupérer une partie de ces voix. Et enfin, est-ce que c'est ça qu'on entend quand on dit fâché, pas facho, tout ça? Oui, alors après, moi, je pense Il y a une sorte d'aveuglement quand même. C'est ça, c'est qu'en fait, je crois qu'il y a un mot qui revient beaucoup dans mon livre, c'est celui de lucidité. C'est-à-dire que je pense que pour pouvoir faire une politique de gauche avec les classes populaires, ce qui est tout de même essentiel pour la gauche, normalement, il faut avoir une vision lucide de la situation politique dans laquelle on est. Et je pense qu'une des choses que montre mon livre, c'est à quel point le racisme, ça compte, mais ça compte socialement. C'est-à-dire que c'est un phénomène qui est dense socialement et c'est pas juste une fausse conscience qui serait facilement évacuable. C'est quelque chose qui doit être affronté du coup de front. Et toutes les concessions à cette matrice idéologique, à mon avis, ne vont faire qu'alimenter ce fait-là et ne vont pas aider en fait la gauche à reconquérir certains segments de l'électorat. Et par ailleurs, il faut aussi se demander pourquoi on veut que ça recule le RN en fait. Est-ce que l'horizon absolu c'est de faire baisser le Rassemblement national ou est-ce que c'est de lutter contre les inégalités de classe et contre les inégalités ethno-raciales? Parce que moi, dans le sud-est de la France, si vous voulez faire baisser le RN, c'est simple, il faut faire une politique de droite identitaire radicale. Et là, comme Sarkozy en 2007, et du coup, vous allez arriver à faire baisser le Rassemblement national. Donc, il me semble que ça ne va pas être non plus la seule obsession de la gauche. Tu t'expliques comment tu as réussi, enfin, on pense que tu as réussi à éviter cet écueil de n'être ni condescendant, ni misérabiliste non plus, et de pas non plus se laisser aveugler par les propos des personnes que tu as enquêtées. Donc, comment éviter cet écueil? C'est en montrant que le racisme est justement un phénomène transversal et qui structure l'ensemble de la société. Est-ce que tu veux parler un peu des différents processus par lesquels le racisme se manifeste? Ouais. Effectivement, tout l'enjeu, c'était à la fois de faire 2 mouvements à chaque fois dans le livre, et j'allais dire dans chaque description, essayer de faire ça. C'est-à-dire, premièrement, reconnaître la dimension raciale des comportements et des récits lorsqu'elle est présente. Et de 2, essayer à chaque fois de la resituer dans des processus de racialisation sociaux et qui sont collectifs en fait. Et donc pas penser que l'extrême droite a le monopole du racisme et pas, encore une fois, exceptionnaliser et isoler ces récits du reste de la société. Peut-être pour donner juste un exemple, donc j'ai travaillé dans il y a une des communes sur lesquelles j'ai beaucoup enquêté. Il y a tout un ensemble de cafés. J'ai beaucoup discuté avec des commerçants qui me disaient qu'ils mettaient en place tout un ensemble de pratiques, enfin en tout cas ils essayaient, pour faire en sorte que certains clients ne viennent pas à leur terrasse ou en tout cas ne s'y installent pas trop longtemps. Et donc il y a tout un ensemble de pratiques qui tendent, on va dire, vers la discrimination pour faire en sorte que, en gros, la clientèle reste la plus blanche possible. Avec aussi des propos très durs, très explicites. Et sauf que, en fait, l'argument qu'il y a derrière, c'est de dire, si je ne fais pas ça, les gens vont arrêter de venir dans mon bar, vont arrêter de venir dans les terrasses, et vont éviter mon bar, et du coup, ça va péricliter. Sauf qu'en fait, le raisonnement, c'est une logique qui est raciste, mais c'est une logique tout de même. Parce qu'en fait, pour avoir discuté avec toutes les personnes, avec beaucoup de personnes qui habitent en fait dans cette commune et qui justement ne vont plus dans ce bar, c'est quelque chose que tout le monde vous dit. Donc, en fait, c'est pas agréable avec une terrasse où il y a des personnes qui sont identifiées comme arabes, comme musulmanes, comme turques. On n'a plus envie d'y aller. Et donc là, on voit bien que certaines pratiques explicites et voire discriminatoires ne peuvent être comprises que réintégrées à des processus collectifs. Et j'allais dire, il faut aussi s'interroger nous-mêmes
sur dans quel bar on va, sur quelle terrasse on évite ou non, dans quel lieu on accepte de vivre, dans quels endroits on évite ou non, et s'interroger. Et c'est peut-être comme ça que j'aimerais aussi qu'on lise mon livre, c'est-à-dire de ne pas se conforter face à des discours et des pratiques qui potentiellement vont nous choquer, mais se dire bah c'est pas moi, et s'innocenter en quelque sorte, se blanchir si j'allais dire. Et justement, il faut s'interroger sur comment soi-même on participe d'une certaine façon à ces processus collectifs qui rendent possible les pratiques et les énoncés que je décris dans ce livre. Et moi, en tout cas, ça, c'est des enjeux même, j'allais dire, existentiels, parce que quand vous êtes sociologue, que vous faites des sciences sociales, ça vous questionne vous aussi. Mais j'ai essayé d'avoir cette posture de pas me conforter dans une distance que je pouvais ressentir vis-à-vis de leurs opinions politiques, mais plutôt essayer de chercher qu'est-ce qu'il y a en partage, mais y compris de désagréable. Quelles sont l'inconfortable proximité qui pouvait être à l'œuvre. Et c'est, je pense, comme ça aussi qu'on gagne à étudier des personnes qui sont éloignées de soi-même politiquement et socialement. En fait, ça n'est pas possible de ne pas avoir des biais ou des pratiques ou des propos racistes quand on vit dans une société raciste. C'est que, comme c'est pas possible de ne pas avoir des pensées, des biais, des propos misogynes ou sexistes dans une société telle qu'on la vit, quoi. Exactement. Ça, en fait, c'est pas très grave de l'avouer, mais c'est quand même un pas à faire. Oui, mais par contre, quand on travaille justement sur l'extrême droite, ce qui est pratique quand on est sociologue et qu'on s'intéresse aux questions d'inégalité raciale et de processus de racialisation, c'est qu'effectivement, au moins l'extrême droite, ils le disent, c'est-à-dire ils le disent de manière explicite. Et il y a aussi une fonction de révélation de processus qui sont à l'œuvre de manière souvent plus silencieuse et plus polissée par ailleurs. Et donc ça, là aussi, il me semble, c'est peut-être des apports de mon ouvrage, c'est de pas seulement se demander comment la sociologie du racisme permet de comprendre la montée de l'extrême droite, mais aussi comment ce qui est spécifique à l'extrême droite peut aider à comprendre comment fonctionne la racialisation de manière plus générale. En fait, oui, ce qui est important de redire, c'est qu'on n'est pas soit raciste, soit pas raciste. Et d'ailleurs, oui, c'est ça que je voulais rebondir. Tu disais les gens d'extrême droite l'affiche, mais en fait, si tu poses la question, est-ce que vous êtes raciste? Personne va dire oui, je suis raciste. C'est dans les pratiques, c'est un peu détourné quand même. Oui, alors en fait, le fait de passer pour raciste, ça, dans nos sociétés, en raison d'une définition du racisme qui n'est pas la mienne, mais qui est souvent associée à l'archaïsme, à la bêtise, à l'ignorance. Du coup, effectivement, passer pour raciste, c'est être stigmatisé socialement, en fait, et moralement. Et donc, effectivement, ça dépend. Il y a eu quelques personnes qui se revendiquaient ou qui me disaient je suis devenu raciste, par exemple, des choses comme ça. Mais moi, de manière plus générale, en fait, j'ai pris soin de toujours utiliser ce terme à propos de pratiques, à propos de récits, de paroles ou de comportements électoraux, mais jamais à propos des individus. Et ça, c'est important. Enfin, c'est pas juste une coquetterie de langage. C'est-à-dire que pour moi, c'est très important de préciser que le racisme, c'est une pratique au sein d'un système racial et non pas une essence individuelle immuable qui en plus, encore une fois, peut contribuer à essentialiser les classes populaires ou les petites classes moyennes, surtout peu diplômées, etc. Et donc j'ai fait très attention aux manières dont je qualifie les individus, en l'occurrence. Et effectivement, la question, c'est pas de l'être ou pas. De toute façon, en sociologie, on n'aime pas trop le verbe être de manière générale, surtout quand il est appliqué à des individus. Et ça vaut aussi, il me semble, pour le sexisme, pour le classisme, etc. Et donc, effectivement, et pas se demander s'ils le sont ou non, arrêter avec cette question, et pas non plus se demander à quel degré. Parce qu'il y a beaucoup aussi ça d'enquêtes statistiques qui essaient de quantifier le degré de préjugé vis-à-vis des minorités. Ça peut être intéressant politiquement et scientifiquement d'arriver à mesurer ces phénomènes. Mais moi, j'ai essayé de déplacer le regard et arrêter de se demander est-ce qu'ils le sont plus ou moins, mais s'interroger sur les formes. Parce qu'encore une fois, tout dépend comment on définit le racisme. Est-ce que c'est un discours plus ou moins explicite, plus ou moins violent, ou est-ce que c'est aussi une relation de pouvoir? Et là, moi, il me semble qu'un des résultats aussi, c'est que ces électeurs et ces électrices, leur racisme est d'autant plus violent dans les discours
qu'il est impuissant dans les actes. C'est des personnes qui ont peu de ressources sociales pour mettre en œuvre leur désir xénophobe. Et donc, ils ont un pouvoir discriminatoire, en quelque sorte, qui est assez faible. Et donc, en fait, est-ce que là, du coup, comment on quantifie le racisme ? Si c'est juste du discours qui, du coup, peut se traduire en vote et qui peut être violent, qui peut se traduire par des insultes, donc il ne s'agit pas du tout de minorer ça. Mais on va avoir en face des personnes qui vont être très polies, qui ne vont jamais avoir un mot identifiable comme raciste et qui, par contre, vont avoir des pratiques ségrégatives, voire discriminatoires, qui ont des conséquences très réelles. Et donc, la question, c'est plus à quel degré ces électeurs et électrices sont racistes, mais comment leurs pratiques contribuent à maintenir un ordre ou contribuent à des processus de racialisation et d'assignation raciale. Et après, comment tout ça se transforme en un geste politique en faveur du RN. Exactement. C'est comment ça se politise, au fond. Et ça, il y a tout un enjeu autour de la question de la norme. Souvent, par exemple, les études sur ce qu'on appelle la blanchité, c'est-à-dire la position dominante au sein d'un espace racialisé, la blanchité, elle est souvent associée à l'idée de normes et du coup d'ignorance et d'inconscient. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte, on ne sait pas qu'on est blanc, et justement, le privilège d'être blanc, c'est de ne pas avoir à se poser cette question-là. Ces électeurs, ces électrices, ils se mettent à se poser cette question-là. Parce que justement, en étant aux frontières du groupe majoritaire, en ayant le sentiment qu'on n'est plus chez soi, ou on l'est de moins en moins, en sentant les privilèges qui se fragilisent, du coup, cette norme, elle devient à défendre, et du coup, elle devient conscientisée et politisée. C'est un peu l'idée de... on reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait quand il s'en va. Et là, ils ont ces privilèges où ils ont l'impression qu'ils sont menacés, qu'ils vacillent, et du coup, il faut le politiser pour s'en assurer. Et donc, là aussi, si on le voit d'un autre côté, c'est qu'ils n'ont pas le luxe de bénéficier silencieusement des privilèges qui sont accordés aux personnes appartenant au groupe majoritaire. Ils sont, entre guillemets, eux, obligés de manifester et de politiser cette question. Donc, leur vote peut être compris comme la volonté de maintenir leur place et de défendre leur place face à des menaces, je mets des guillemets, dans l'ordre social et racial. Absolument. Et à un moment dans le livre, je parle de micropolitique de la race. C'est-à-dire que c'est le vote RN, c'est une synthèse assez pratique symboliquement. Le fait de voter, mais aussi d'en parler, de se définir par rapport à ce vote, plus ou moins, etc. C'est une manière de se conforter dans certaines positions raciales, ce qui est d'autant plus nécessaire lorsqu'elles sont jugées menacées, et aussi parfois de se rehausser. J'ai un exemple que je donne dans le livre d'une personne qui est franco-brésilienne, et qui, à son arrivée en France, a ressenti et a vécu et a subi du racisme, et qui cherche, durant toute notre conversation, à mettre à distance justement les minorités, notamment arabes et musulmanes, auxquelles il voue une détestation assez importante, pour tout dire, mais justement parce qu'il ne veut pas être assimilé à ces minorités. Et le vote RN, ça entre dans ce cadre-là, de dire, je suis un vrai Français au sens où je vote RN. Donc ça, c'est un peu c'est ce que j'ai voulu montrer, c'est comment ça peut être un instrument au service d'une prise de position au sein des hiérarchies sociales racialisées telles qu'elles sont perçues localement. Il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est l'analyse de l'opinion du vécu des femmes qui donc manifeste une forme de ressentiment à l'encontre du système de reproduction sociale, donc aussi sur la question des écoles, des aides, il y a aussi le ressentiment fiscal, tout ça. Est-ce que tu peux parler un peu de la spécificité des femmes ? Effectivement, une des choses que j'ai essayé de montrer, c'est que donc les électeurs et les électrices dans leur ensemble, ils ont des incertitudes qui ne se jouent pas sur la question de l'emploi. C'est-à-dire, en gros, ce n'est pas des personnes qui ont peur de se retrouver au chômage. Ouais. Et donc, leurs incertitudes et leurs préoccupations économiques et matérielles, elles vont se jouer davantage sur les questions fiscales, résidentielles et éducatives. Et là, ce que je remarque, c'est que notamment chez les électrices,
la question du logement, la question de l'école où on met ses enfants, la question des allocations familiales, etc., elle devient très importante et on sait qu'elle est davantage saillante chez les femmes et notamment chez les mères plutôt que chez les hommes et chez les pères. Et justement, en face, ce qui va être désigné comme menace, c'est moins l'immigré travailleur en tant qu'unité économique pure, c'est-à-dire qui viendrait voler l'emploi, mais c'est plutôt, premièrement, l'immigré qui ne travaille pas, en fait, qui va toucher des allocations, etc. Mais surtout les familles immigrées. Et en fait, c'est beaucoup ça qui revient comme menace principale. Et ces familles immigrées qui vont exister socialement, mais qui du coup vont vivre à un endroit, vont avoir des pratiques culturelles potentiellement spécifiques, même si pas toujours, et qui vont scolariser leurs enfants à certaines écoles, etc. Et donc tout ce que les féministes marxistes appellent la reproduction sociale, on voit qu'il y a une concurrence entre les reproductions sociales des majoritaires et des minoritaires. À un moment, j'ai une phrase, je dis ce qui est reproché aux minorités, c'est d'être très peu productives, mais trop reproductives au sens de la reproduction sociale. Et du coup, de la même manière qu'il y a des demandes de protectionnisme économique sur le marché de l'emploi, tel qu'on peut le retrouver dans le vote RN ouvrier, on va avoir cette forme de protectionnisme reproductif chez les électeurs du RN plutôt de classe moyenne qui ne sont pas en danger sur le marché de l'emploi, et notamment chez les électrices. Et il me semble, c'est pas du tout le seul moteur du vote RN féminin, mais il me semble que toute cette question de reproduction sociale, ces questions éducatives, ces questions résidentielles, de rapport à l'avenir, etc., c'est très important aussi pour comprendre pourquoi de plus en plus de femmes se mettent à voter RN. Et ça veut aussi dire que ce que Nancy Fraser, elle nomme la crise du care, c'est-à-dire la crise des sphères de la reproduction sociale, comment ça peut jouer dans l'essor du vote d'extrême droite et notamment du vote féminin. La question raciale dans cette enquête est beaucoup axée sur l'islamophobie. Tu consacres un chapitre aux islamophobies au pluriel. Est-ce que tu veux parler un peu de justement la spécificité des formes de racisme islamophobe sur le terrain que tu as étudié? Oui, l'islamophobie est une pièce assez importante dans le racisme du quotidien que je peux enregistrer, récolter dans cet ouvrage, dans cette enquête. Ce qui me semble important de préciser, c'est que il s'agit pas vraiment ici, au fond, d'un conflit religieux au sens strict. Ce qu'on connaît des enquêtes électorales, c'est que, du point de vue de la religion, les électeurs du RN sont des catholiques non pratiquants. Les catholiques pratiquants ne votent pas pour le RN, ils votent à droite, et de plus en plus, là on l'a vu dans les élections pour Éric Zemmour, mais globalement ce sont les catholiques pratiquants ou les personnes sans religion qui vont voter pour le Rassemblement national. Et moi en fait dans les entretiens, la dimension religieuse, elle arrive assez peu au départ, en tout cas pour s'auto-désigner. C'est-à-dire que les gens ne se désignent pas spontanément comme chrétiens, catholiques ou même religieux. Et par contre, elle émerge lorsque justement il s'agit de parler des personnes musulmanes. Et là, on va se dire chrétien, on va se dire catholique, pour marquer sa différence, encore une fois, par distinction. Et qui est une distinction qui est, au fond, plus raciale que religieuse. Ce qu'on essaie de désigner, c'est des différences avant tout culturelles entre eux et nous, et entre les musulmans et les chrétiens, où voilà, le racial, enfin disons le religieux sert aussi à dire le racial. Quand la séparation entre le eux et nous, qui est assimilée à nous les Français, Françaises et les étrangers, les immigrés, en fait, c'est pas vraiment ça. C'est pas les Français versus des étrangers, puisque ça fonctionne que par signes visibles qui sont assimilés à des marqueurs de l'étranger. Ouais, exactement. Moi, j'ai beaucoup tenu à mettre les termes d'immigrés, étrangers, français aussi, ou même arabes, turcs ou musulmans, entre guillemets, pour bien signifier qu'en fait, il s'agissait de perception. Et en fait, on suppose que des personnes sont musulmanes, par exemple, et le terme d'immigré ne désigne jamais, au fond,
l'immigré au sens strict, en fait, on n'en sait rien. Et souvent, ça désigne des personnes qui sont, on le suppose, issues de l'immigration. Et en fait, ça désigne des minorités ethno-raciales. Et ça, c'est très important, il me semble, pour bien voir que quand on a tout un ensemble de sondages qui vous disent que une des motivations principales du vote RN, c'est le rejet des immigrés, il faut toujours bien voir, en tout cas, ce que montre mon terrain, c'est que derrière le terme d'immigré, ça désigne en fait les minorités ethno-raciales dans leur ensemble. Donc, il faut bien voir que ce qui est rejeté, c'est avant tout les publics minoritaires. Et par ailleurs, par exemple, le thème de la préférence nationale, que le RN défend et qui est vraiment la colonne vertébrale de son programme. Sur le papier, on s'intéresse juste à la différence juridique entre étrangers et nationaux. Mais sur mon terrain, c'est pas une différence purement juridique qui est comprise. C'est aussi, ça va être interprété racialement et comme une préférence nationale racialisée, et au fond comme une préférence raciale, au fond. Et par contre, et d'ailleurs ce qu'on remarque, c'est que le terme de musulman, en fait, souvent, moi, il est utilisé comme quasi synonyme d'autres termes comme ceux d'immigrés, d'arabes, aussi de turcs. J'insiste parce qu'il y a une communauté turque qui est très importante sur mon terrain, et il me semble qu'il y a peu de choses en fait qui sont faites ou dites sociologiquement sur le racisme spécifiquement anti-turc. Mais bref, et donc le terme de musulman, il sert souvent de synonyme en fait à d'autres marqueurs d'altérité, même si l'islam donne des prises supplémentaires, on va dire, sur certains aspects, notamment le foulard, où en fait le fait que certaines femmes se mettent à porter des signes religieux visibles, ça va donner davantage de prise à la stigmatisation et au rejet et à l'altérisation raciale. Sur le rapport de ces électeurs aux partis politiques de gauche comme de droite, toi en tout cas ce que j'ai retenu là, c'est que déjà le rejet de la gauche, il est très fort, et toi tu fais le lien entre des parcours scolaires qui sont souvent courts ou heurtés, et une méfiance en fait de cette gauche, des élites culturelles, tout ça. Oui, absolument. Donc le livre, j'insiste au début sur cette articulation entre questions raciales et questions de classe et comment c'est politisé. Et ensuite, effectivement, il y a notamment tout ce dernier chapitre où je m'intéresse aux questions, j'allais dire proprement politiques. C'est qu'est-ce qui fait qu'à partir d'une politisation, ça se transforme en un vote pour le Rassemblement national. Et ce vote pour le Rassemblement national, il peut être soit positif, au sens où on est d'accord avec certains aspects identifiés du programme de Marine Le Pen et on vote en conséquence. Et souvent, on voit que je pense qu'il y a tout un ensemble de malentendus sur les questions sociales avec le programme de Marine Le Pen et les classes populaires et les classes moyennes. Mais sur les questions migratoires ou sécuritaires, les gens savent à peu près ce qu'ils font tout de même quand ils votent pour ce parti. Mais il y a aussi l'idée que le vote RN, c'est aussi un vote par défaut. C'est-à-dire qu'on va voter RN parce que la droite nous a déçus et parce que, effectivement, comme tu le dis, pour beaucoup des personnes que j'ai interrogées, la gauche, le vote de gauche, ça reste un vote souvent inenvisageable. Le camp de la gauche est très fortement critiqué. Premièrement parce que la gauche est rattachée à la question de l'immigration et des immigrés. Ils sont de leur côté et non du nôtre. À la question aussi de l'assistanat, des assistés, avec cette idée qui met en péril ou en cause la valeur travail qui est très importante. Et donc voilà, les assistés, les immigrés, et aussi, effectivement, la question des élites culturelles, intellectuelles, médiatiques, avec cette image du donneur de leçons, du beau parleur, c'est-à-dire de la personne qui, en fait, utilise les symboles, la parole, le savoir, à des fins de pouvoir, en fait. Et ça, effectivement, j'essaie un peu de le développer, c'est que on peut y voir les vestiges d'une domination scolaire subie. Il y a une forme de distance et de défiance vis-à-vis de ce qu'on pourrait appeler l'ordre professoral ou le pouvoir culturel, qui me semble peut être mis en lien avec effectivement un autre fait qu'on connaît et qui soude l'électorat du RN, c'est que quel que soit le niveau de revenu, c'est le niveau de diplôme et la faiblesse des diplômes qui détermine très fortement le vote RN. Et je pense que voilà, derrière cette question de la faiblesse du diplôme, ce qu'on trouve, c'est la question scolaire. Et derrière cette question scolaire,
ça détermine tout un ensemble d'hostilités et de déviances vis-à-vis de certains groupes sociaux, notamment ceux qui sont fortement dotés en capital culturel. Et derrière, la gauche. Ça, il y a quand même probablement, enfin, sur d'autres choses, mais il y a des leçons à tirer quand même de ça. Et de l'autre côté, donc, quelle promesse fait le Rassemblement national à ses électeurs? Qu'est-ce qui fait que ça fait écho à leur vécu et à leur peur? En fait, depuis très longtemps maintenant, le Rassemblement national fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, une jonction, un lien entre des thématiques de classe, des thématiques socio-économiques et la question de l'immigration qui sert un peu de modalité pour dire la question raciale. Dès la fin des années 70, le RN, le FN à l'époque, met en place un slogan qui est 1 million de chômeurs, c'est 1 million d'immigrés en trop. Dans les années 90, un des slogans du FN, c'est le social, c'est le FN. Et ce qu'il appelle social, c'est toujours passer au crible de la question de la préférence nationale. Et encore maintenant, Marine Le Pen a un discours et toute une symbolique de proximité avec les groupes populaires et des petites classes moyennes, tout en continuant à rappeler les thématiques de l'islam, de l'insécurité, de l'immigration. Et donc cette équivalence, ce lien, il a été répété sans relâche et à destination de groupes précis, en fait, c'est-à-dire voilà, les classes populaires blanches et les petites classes moyennes. Et il me semble que la promesse est celle-ci, c'est de dire, votre condition sociale va s'améliorer si celle de ces groupes assignés racialement est dégradée. Et c'est quelque chose qui, premièrement, dans le contexte actuel, a été... Il n'y a pas que le RN qui l'a dit aussi, c'est-à-dire que c'est une croyance qui se diffuse aussi et qui a été légitimée par d'autres. Et ce qui est important de voir, c'est que c'est considéré comme, pour beaucoup d'électeurs et d'électrices, même si beaucoup ne se montrent pas dupes, c'est-à-dire qu'ils disent en fait elle pourra pas tout faire si elle arrive au pouvoir, il y aura des contre-pouvoirs, les politiques de toute façon ne peuvent pas tout. D'ailleurs souvent l'idée que les politiques sont impuissants, ça va servir de normalisation et de dédramatisation du vote RN parfois, c'est-à-dire on va voter pour elle, de toute façon elle pourra rien faire. Ça je m'y attendais pas trop, mais c'est un des effets du fait qu'on ne croit plus en la politique, c'est que du coup, on peut aussi voter pour le RN sans penser qu'il y aura des grandes conséquences, qui a une importance pour la banalisation. Mais par contre, il y a quand même toujours l'idée que sur la question migratoire, des choses pourront être faites. Ça, il me semble, c'est quelque chose de très important, c'est-à-dire que l'immigration est considérée comme quelque chose qui est évitable politiquement, et ça fait partie des possibles politiques auxquelles beaucoup d'électeurs et d'électrices croient. Ce qui n'est pas du tout le cas, par exemple, s'agissant des inégalités de classe, où là, il y a un grand défaitisme, en fait, de la part des personnes que j'ai pu interroger. Notamment, en PACA, il y a des inégalités qui sont très, très, très importantes, avec beaucoup de personnes très dotées économiquement qui s'installent, qui font monter le prix de l'immobilier, du prix du foncier, etc. Qui sont des choses qui, au fond, seraient faciles à réguler, en tout cas, qui ne seraient pas faciles à réguler, mais ce qui serait autant facile que mettre un arrêt à l'immigration en termes de possibilités politiques, mais par contre, c'est quelque chose vraiment vu avec résignation, ce qui n'est pas le cas de l'immigration, et notamment l'immigration qu'on appelle extra-européenne, c'est-à-dire l'immigration non blanche. Est-ce qu'on peut interpréter ça comme... ce serait impossible de lutter contre les bourgeois qui viennent s'installer dans le sud, je fais simple, parce que justement, ils sont riches, ils sont dominants. C'est ça l'idée. Alors que face à des gens qui sont en dessous dans l'échelle sociale et qui sont plus fragiles encore que ces électeurs, on peut lutter plus facilement, quoi. Alors peut-être qu'il y a ça, évidemment. Il y a aussi un enjeu je pense, d'imaginaire politique qui s'est formé et qui a été répété depuis beaucoup de décennies. C'est-à-dire d'un côté sur les questions d'inégalité capitaliste de classe, il n'y a pas d'alternative en quelque sorte, mais en fait il n'y a pas d'alternative, il a toujours été conjugué, notamment dans le néolibéralisme, avec une insistance sur les frontières migratoires et les questions de sécurité. Donc en fait il faut toujours voir que cette absence d'alternative d'un côté, ça a toujours été accompagné par un volontarisme politique
sur la question des frontières et sur la question de l'ordre répressif, etc. Et il me semble ça, je le développe pas trop dans le livre parce que c'est plus des réflexions qu'on peut faire, il me semble, à partir de mon enquête. Mais on voit que, en fait, moi, concrètement, ce qu'on me dit, c'est qu'est-ce que tu veux y faire ? C'est-à-dire que l'idée même qu'il y aurait une régulation qui serait possible, qui serait souhaitable, etc., c'est quelque chose qui ne vient pas à l'idée, ou en tout cas qui ne se manifeste pas comme un désir politique crédible. Ce qui n'est pas le cas de l'immigration, encore une fois. C'est peut-être là le ressort qui fait que la politisation, elle va vers l'extrême droite plutôt que l'extrême gauche. C'est peut-être un peu très réducteur ce que je dis, mais là où à gauche, on va croire que c'est possible en fait de renverser des logiques de classe et de tenter de lutter contre les logiques capitalistes, là c'est le chemin inverse qui est pris, quoi. Oui, ça, là je pense qu'il y a eu une défaite en fait politique en termes de distribution des possibles de la part de la gauche. En sociologie, il y a une notion qui revient souvent, notamment à propos des électeurs RN, qui est celle de conscience triangulaire. L'idée que la conscience de classe, elle est plus seulement entre un eux et un nous, entre un bas et un haut, c'est-à-dire le peuple, les classes populaires versus la bourgeoisie, au sens marxiste, un peu d'antagonisme de classe. Mais c'est une conscience sociale triangulaire, ternaire, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a une pression qui vient du haut, des dominants, mais aussi une pression qui vient du bas, par les personnes qui sont considérées comme assistées, qui sont plus pauvres que soi, et on a peur de se faire rattraper justement par ces groupes, qui sont souvent en plus racialisés. Et il me semble, et moi, il y a vraiment cette idée-là de pression d'en haut et pression d'en bas. Ils ont vraiment le sentiment d'être au milieu de l'espace social, mais dans un milieu qui est fragilisé. Sauf qu'il faut toujours ajouter qu'il y a une conscience d'un haut et d'un bas, mais qui ne se politise pas avec la même intensité. Et c'est là où je pense qu'il y a quelque chose peut-être à creuser, c'est-à-dire que effectivement, ils regardent davantage vers le bas que vers le haut. Et ça, je pense, c'est à la fois un échec de la crédibilité du discours de gauche dans l'espace public et dans du coup les esprits. Il y a aussi le fait que beaucoup des personnes que j'ai interrogées sont aussi souvent liés, sont soit artisans, commerçants, chefs d'entreprise, ou bien liés avec des personnes qui font ces métiers ou proches de ces professions. Et donc du coup, il y a une vision de l'économie qui est sans doute aussi pas la même. Et par ailleurs, je pense que c'est aussi un des effets du racisme que de faire regarder vers le bas de l'espace social. Et ça aussi, c'est qu'est-ce que le racisme fait aux perceptions de classe et aux possibles qui en découlent. Tu dis le racisme compte politiquement parce qu'il compte socialement. Et donc, on voit que ce vote RN est de moins en moins stigmatisé. Et que, en tout cas, sur ce terrain-là, il devient presque parfois valorisé, en tout cas normalisé, ce qui n'est pas le cas partout, comme tu le rappelles, enfin pas partout en France, etc. Et tu insistes sur le caractère collectif du vote et de ces visions du monde raciste. On en a déjà parlé, mais est-ce que tu veux peut-être réinsister là-dessus, ce caractère collectif? Oui, absolument. C'est effectivement ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on vote dans l'isoloir, mais en fait, et à bulletin secret, comme on dit, mais en fait, le vote, c'est un acte collectif, c'est-à-dire on vote en groupe, et en plus, il faut peut-être y insister, y compris en fonction des conséquences politiques que ça peut avoir, mais c'est aussi quelque chose dont on parle à ses proches et qui est plus ou moins validé dans les interactions quotidiennes avec ceux qui comptent. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire pour comprendre la normalisation du vote RN, il y a les évolutions du champ politique, il y a les évolutions du champ médiatique, il y a l'acceptation publique de l'extrême droite, mais il y a aussi, est-ce que son collègue, est-ce que son conjoint, sa conjointe, est-ce que ses voisins, lorsque vous dites que vous avez déjà voté pour Marine Le Pen, qu'est-ce qui est dit? Comment on répond? Et aussi, quand on est, pompier, le fait que beaucoup de ses collègues votent par exemple pour Marine Le Pen, en quoi ça vous conforte dans votre vote pour ce parti politique. Et donc il y a toute cette dimension d'accréditation collective qui est très importante et qui, moi, ce qui m'a un peu frappé, c'est que dans les groupes sociaux concrets dans lesquels vivent les individus, souvent il y a des consensus locaux qui se mettent en place sur ce qui est normal ou non, et à quel point c'est légitime ou non de voter pour Marine Le Pen. Et souvent, il y a des situations où ce consensus n'est pas contesté.
mais ce qu'on peut retrouver à gauche dans certains groupes sociaux concrets également, où en fait il y a une forme d'évidence à voter pour la gauche par exemple, et à ne pas voter pour le RN. Et là on se retrouve un peu avec une situation symétrique, mais du côté de l'extrême droite. Et ça, cette question de la dissibilité et de la légitimité de cette pratique électorale, je pense qu'elle est importante aussi pour réfléchir à si jamais on veut faire reculer ce vote, ou en tout cas on veut qu'il soit davantage stigmatisant en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il y a une sanction sociale pour les personnes qui seraient tentées par ce vote, ce qui peut être un ressort de la lutte contre l'extrême droite. Il faut réfléchir à ces interactions quotidiennes, justement. Bon, c'est une question peut-être qui sort un peu du champ du livre, mais est-ce qu'on pourrait imaginer comment la politisation de ces personnes, la politisation de ces vécus, comment ça pourrait être différent si le contexte médiatique était différent aussi? Enfin, parce que il y a pas mal d'analyses du contexte médiatique qui normalisent, banalisent terriblement les idées d'extrême droite. Mais est-ce que toi, tu as imaginé, par exemple, la vie des situations vécues par telle ou telle personne, si les idées n'étaient pas omniprésentes maintenant dans l'espace médiatique, comment ça pourrait être différent? C'est un exercice de pensée un peu. Alors, c'est une très bonne question. Effectivement, comme tu le dis, je suis pas très doué en expérience de pensée, au sens où j'essaie justement de m'appuyer sur des situations réelles. Mais par contre, comment dire ? Évidemment, les médias, ils ont un rôle fondamental dans l'entretien de certaines visions du monde et dans leur légitimation aussi. Je l'ai entendu à la télé, en fait, de fait, ça a une force sociale et symbolique qui est pas la même. Par contre, et c'est peut-être un des gestes aussi de cet ouvrage, c'est de dire, il faut faire attention à certains... Il faut prendre garde à ne pas céder à un certain médiacentrisme, en quelque sorte, en pensant que ce qu'on retrouve beaucoup à gauche, en fait, il me semble, c'est uniquement à cause des médias. Et je pense qu'il y a une fonction d'entretien, mais pour le dire très simplement, c'est pas CNews qui a inventé le racisme en France. C'est-à-dire que moi, j'insiste aussi sur des choses concrètes et individuelles et ponctuelles, mais qui en fait ont à chaque fois des racines, si on déroule, qui puisent à des structures qui sont très profondes dans la société française et que sont les inégalités ethno-raciales. Et donc je pense que la question du bain idéologique ambiant, elle est évidemment très importante. Mais il ne faut jamais oublier les conditions sociales matérielles et les structures sociales racialisées, contre lesquelles aussi il faut s'attaquer. Oui, c'est sûr que ça serait... c'est plus simple d'essayer de trouver une seule cause, enfin une cause majeure. Donc la question médiatique est un problème, mais c'est loin d'être la seule, c'est sûr. Quelle leçon politique, à ton avis, la gauche pourrait tirer de cette enquête? C'est une lecture qui est hyper intéressante et enrichissante et utile, mais après, on en fait quoi en fait? Parce que c'est quand même assez rude. Oui, alors plusieurs points peut-être là-dessus. Premièrement, je suis très peu doué pour donner des leçons, d'autant plus concrètement aux élus de terrain, aux militants de terrain qui souvent... connaissent mieux leur vocation et leur métier que le sociologue. Mais peut-être deux choses. Une des choses que je vois sur mon terrain, une des choses que ça m'a appris, c'est que la politique, ça ne se joue pas que pendant les élections. Et il y a tout cet enjeu du politique qui se façonne dans le quotidien, qu'il faut investir, il me semble, davantage à gauche. Même si c'est quelque chose qui est souvent répété, mais je pense qu'il y a un rôle des syndicats, des associations, même des partis politiques dans essayer de diffuser des contre-discours pour justement, comme je disais tout à l'heure, casser certains consensus sur l'assistanat, sur les chômeurs, sur les immigrés. Et ce qui, je pense, a une réelle importance. Le fait que ça ne circule pas sans sanction sociale. Ouais. Sanction sociale au sens, juste des discussions, mais au moins que ça soit discuté. Donc là, je pense qu'il y a un vrai enjeu là-dessus. Et ensuite, sur la question du pessimisme, effectivement, ça c'est sans doute pas toujours très réjouissant à la lecture. Peut-être un point, mais que je dis pas dans le livre, mais qui, au fond, ce que je vois à l'œuvre, c'est aussi des formes raciales, par exemple, qui s'explicitent par réaction. C'est-à-dire que
on se met à avoir peur de la perte de privilèges et donc on se met à les politiser, on se met à les expliciter pour pouvoir les défendre. Et ça, il me semble qu'on retrouve ça pas seulement chez ces électeurs, mais aussi dans d'autres sphères, à l'extrême droite ou à droite, etc. Par exemple, sur la question du genre, il y a tout un ensemble de panique morale et de backlash, comme on dit, mais qui, du coup, et c'est là où je veux en venir, sont d'une certaine façon une bonne nouvelle. Parce que s'il y a réaction, ça veut dire qu'il y a eu émancipation, et ça veut dire que cette question, justement, a été mise sur la place publique et a été justement contestée et dénaturalisée. Et donc, ce dont l'extrême droite est aussi le signe, c'est de la politisation de quelque chose qui auparavant était évident, naturel, c'est-à-dire l'inégalité de l'ordre racial. Et c'est à partir du moment où cet ordre racial devient contesté, devient discuté avec des émancipations en face, que l'ordre racial se défend, devient réactionnaire. Et donc, s'il se greffe à un appareil d'État, c'est potentiellement dramatique. Mais ça peut aussi être le champ du signe de la domination raciale, en quelque sorte, la montée de l'extrême droite. Et je pense, bon là, on s'éloigne vraiment du livre, mais on ne peut pas comprendre la montée de l'extrême droite en Europe à partir des années 80, encore plus des années 90, sans prendre en compte cet événement fondamental dans l'histoire européenne qui a été la décolonisation. Avec en fait cette formidable émancipation face à laquelle on réagit sous un mode défensif et sous un mode beaucoup plus politisé et explicite. Et ça, il me semble, on peut peut-être aussi le trouver au niveau individuel dans certains propos des électeurs et des électrices que j'ai pu rencontrer, c'est-à-dire des formes de petites réactions à des petites émancipations, mais ça veut dire du coup qu'il y a eu émancipation. Boum. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup pour votre écoute et votre soutien. Vous pouvez soutenir Présage en mettant 5 étoiles sur votre application de podcast et en partageant les épisodes. Présage est un podcast indépendant. Le générique est un extrait du morceau L'eau de Sabrina Bellawell, mixé par Paloma Colombe. À très vite. Spectre.